Alors, on va vous présenter un petit peu en transition, justement, dans le plan maladie rare 4 qui s'est mis en place. Vous savez que dans les maladies rares, on a des plans successifs depuis 2004. Le 4 est maintenant mis en place. Et comme l'a dit Stéphane Mignot, il y a une part importante qui est donnée à la transition vers le vieillissement. Dans les plans précédents, il y avait une grosse part qui était de la transition enfant-adulte, qui existait déjà dans le soin, mais qu'on nous demandait de plus organiser. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait ce focus qui est fait dessus, parce que ça implique les équipes pour préparer des choses. En l'occurrence, à Dijon, et du coup, après, Madame Mistret, préparez-vous à ce qu'on vous passe le micro à la fin de la présentation, parce que effectivement, on a pu mettre en place une consultation gériatrie pour les patients atteints de troubles du développement intellectuel, initiée à la base, effectivement, par des demandes de l'association Trisomie 21, qui est exactement comme le disait le docteur Mio, sur le constat, effectivement, que le vieillissement est bien plus précoce. On l'anticipe dans ces situations. On est plutôt finalement de l'ordre de la quarantaine, plus que voire avant parfois, plus qu'autre chose. Et donc, au sein de notre filière Handirare, on a voulu, on va dire, soutenir un projet de recherche qui allait initier effectivement cette question, parce qu'effectivement, on dit on a des syndromes génétiques, on va dire que c'est attesté dans la trisomie 21, mais qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres syndromes génétiques pour lesquels ce vieillissement est accéléré. Et finalement, on s'est dit que ça serait vraiment important de pouvoir essayer de démontrer un petit peu cette dynamique et de, on va dire, prendre quelques syndromes génétiques très emblématiques et regarder justement autour de cette fameuse tranche d'âge qu'on commence à décrire, qui est la petite quarantaine. Si jamais on fait un bilan initialement et qu'on le refait après, qu'est-ce qu'on verrait? Donc, on a confié au sein du réseau Génopsy et des centres de référence annuelle développement la construction de ce projet aux neuropsychologues qui, comme Jenny vous l'a dit tout à l'heure, ont mis en place un réseau national, et on s'est dit que c'était vraiment effectivement un projet qu'ils pourraient proposer. Donc, Jenny vous présente comment ça a été pensé, et puis je conclue. Oui, du coup, c'est un projet qui est porté suivi par Marie-Marie Babinet, qui est docteur en psychologie à Génopsy de Lyon. Mais du coup, sur lequel tous les centres du réseau Génopsy vont intervenir, et tous les centres sur les anomalies du développement également. Donc l'idée, en effet, on est en train d'écrire ce projet, donc on a appelé la caractérisation du vieillissement cognitif dans les maladies graves du neurodéveloppement, approche pluriprofessionnelle et participative. Donc en fait, on est parti du constat dans les maladies rares, généralement, il y a un handicap cognitif qui est décrit. Que les maladies rares, finalement, elles ne sont pas si rares que ça, puisque ça touche 8 à 10% de la population mondiale, et que voilà, le handicap cognitif qui existe dans les maladies rares va avoir un impact sur la qualité de vie et va entraîner des troubles du comportement, type de l'anxiété, dépression, etc. Les maladies rares, on commence à avoir des descriptions qui sont bien connues dans le développement, mais au niveau du vieillissement, il y a quand même très peu de choses qui sont à l'heure actuelle décrites. Comme l'a dit le professeur Peff tout à l'heure, dans certaines anomalies génétiques, comme par exemple la trisomie 21, au niveau du vieillissement, il y a des choses qui sont décrites, notamment le lien avec une évolution vers une symptomatologie de type maladie d'Alzheimer. C'est aussi le cas, on a des premières descriptions dans d'autres maladies rares, comme par exemple le syndrome de Digeorge, la microdélétion 22q11.2. On a quelques particularités cognitives qui sont mises en évidence dans le vieillissement, mais pas forcément très bien décrites.
Pourtant, voilà, ce qu'on s'est dit en réfléchissant sur cette étude, c'est que les personnes qui présentent des maladies rares ont des difficultés cognitives au moment de leur développement. Et comme tout à chacun, au niveau cognitif, notamment au niveau de la mémoire et des fonctions exécutives avec le vieillissement, les fonctions qui déclinent, on peut imaginer que le vieillissement chez les personnes qui présentent une maladie rare va également être impacté et peut-être de manière un peu plus significative. Donc là, l'objectif de cette étude, il y en a plusieurs, l'objectif principal, c'est vraiment de caractériser l'évolution cognitive des adultes qui sont porteurs de maladies rares, encore une fois, parce que c'est des choses qui ne sont pas encore très bien décrites. Et les objectifs secondaires, ça va être de déterminer vraiment quel impact fonctionnel va avoir cette évolution, cette potentielle dégradation de certaines fonctions cognitives. Et évidemment, ce qui va être aussi important, ça va être de déterminer aussi les liens avec tout ce qui va être qualité de vie, tout ce qui va être particularité comportementale, changement au niveau du comportement, et notamment le lien avec le niveau d'anxiété de la personne. Donc, on a décidé de faire une approche pluridisciplinaire. Donc, l'idée, c'est d'intégrer à la fois des évaluations médicales et cognitivo-comportementales dans ces études. Après. Et évidemment, le but de cette étude, c'est pas uniquement de décrire l'évolution cognitive et de l'anxiété dans les maladies rares, c'est vraiment à terme de pouvoir vraiment accompagner les personnes avec des approches de prise en conscience qui vont être plus adaptées finalement au développement cognitif qu'on va pouvoir retrouver. Et donc, le but, c'est de favoriser une meilleure qualité de vie de ces personnes, de réduire leur anxiété en les accompagnant avec des accompagnements possibles. Du coup, dans cette étude, au niveau des critères d'inclusion, on va se concentrer sur des adultes entre 40 et 55 ans qui vont présenter certaines maladies rares. Donc, ces adultes peuvent présenter au moins un peu de développement intellectuel. Si c'est le cas, il faut simplement que ce soit attesté par une évaluation cognitive et une évaluation adaptative. Et on s'est concentré sur 3 syndromes génétiques qu'on a écrits. La microdélétion d'un-2 q11.2. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà des descriptions qui commencent à être faites au niveau du vieillissement dans cette anomalie génétique-là, notamment au niveau des difficultés exécutives et mnésiques qui seraient plus impactées dans la population générale. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi justement de manière très fine. Le syndrome de Williams-Domaine, où là, on a des recommandations médicales qui sont faites par rapport au vieillissement des personnes qui présentent cette maladie rare, mais finalement, c'est plutôt axé sur le domaine somatique et peu sur le domaine cognitif et le domaine psychologique. Et le syndrome de Smith-Magenis, du coup, où là, on a plutôt des caractéristiques cliniques et comportementales qui sont décrites, mais plutôt dans le développement, dans l'enfance, et très peu, et même voire pas du tout, au niveau du vieillissement. Donc, nos hypothèses, c'est que les personnes qui présentent une maladie rare vont avoir une évolution cognitive significativement différente de celle des adultes tout venant. Donc, je vous expliquerai un peu après la méthodologie qu'on a envisagée. Que du coup, les difficultés cognitives vont entraîner des difficultés au niveau des habitudes de vie, au niveau du niveau adaptatif, au niveau exécutif, et que du coup, plus les difficultés cognitives vont être importantes, plus l'anxiété ensuite va être importante chez les personnes, et plus du coup, les troubles du comportement globaux vont être importants. Et donc, pour vérifier ces hypothèses, donc on a envisagé cette méthodologie suivante. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une première visite d'inclusion. Il y a un médecin qui vérifie les critères d'inclusion ou de non-inclusion. Et l'idée, c'est là d'essayer de récupérer des bilans neuropsychologiques qui auraient pu être faits par le passé pour avoir un premier état des lieux des personnes. On ne sait pas trop combien on en aura à ce moment-là, mais pour voir s'il y a déjà eu des évaluations de base qui ont été faites.
Ensuite, pour tous les patients, il y aura une visite de suivi où là, il y aura un bilan neuropsychologique complet qui va comprendre à la fois ces épreuves cognitives et des hétéro-questionnaires dans les entretiens avec un aidant qui connaît bien les patients. Donc, dans les épreuves cognitives, on va retrouver des épreuves de fonctionnement cognitif global, des épreuves mnésiques, des épreuves exécutives, vraiment les épreuves, les fonctions qu'on cible au niveau du vieillissement. Et dans les hétéro-questionnaires, du coup, on va avoir un questionnaire au niveau des signes précoces de démence et des questionnaires aussi qui vont cibler vraiment tout ce qui est la qualité de vie, les troubles anxieux. Et le fonctionnement exécutif aussi, mais plus du coup au niveau du quotidien. L'idée, c'est que ça nous fait une première évaluation neuropsychologique globale, et cette évaluation, on va la reproposer 5 ans plus tard, exactement la même, et puis on va pouvoir comparer ces deux évaluations, éventuellement avec les évaluations qui ont déjà été faites avant, pour voir si du coup on a un déclin, et si oui, à quel niveau, et est-ce que c'est lié à certaines anomalies génétiques ou pas. Et évidemment, en fin de recherche, il y aura un rendez-vous de restitution des résultats pour chaque patient, individuellement pour voir comment leur profil en évolue. Donc pour terminer, on avait évalué la faisabilité de cette étude en regardant le nombre de personnes, parce qu'on peut se dire que ça peut pas être forcément super simple d'identifier des patients avec troubles donc avec ces syndromes génétiques, avec cette tranche d'âge, parce qu'ils sont souvent plus forcément suivis. On a dans le domaine des maladies rares une banque nationale de données maladies rares. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de CEMARA puis BAMARA, si c'est des choses qui et finalement, quand un patient va avoir une consultation dans un centre de référence ou de compétences maladies rares, il va être répertorié dans la Banque nationale de données maladies rares, qui a permis de nous dire que nous avions quand même 310 patients porteurs d'une chronique de l'influence avec, dans ces tranches d'âge, 81 patients avec un syndrome de Williams-Burren et 31 patients avec un syndrome de Smith-Magenis, ce qui veut dire que ça devrait quand même, conjointement avec les associations de patients qui sont très partantes autour de ces études, parce que c'est une vraie question qui se pose, et aussi de comment devraient être suivis ces patients, on voit que ça va être effectivement faisable de faire tout ça. Donc à l'heure actuelle, le dossier va être donc prochainement finalisé, déposé au comité de protection des personnes, et on se base du coup sur des inclusions qui débuteront en 2026. Vous voyez que sur la carte, il va y avoir des possibilités du coup de centres d'inclusion dans différents points de France. Ça ne va pas forcément être néanmoins complètement proche du domicile, mais après les évaluations, il est prévu qu'il puisse y avoir une neuropsychologue mobile qui puisse éventuellement se déplacer. Donc, voilà un petit peu les éléments de ce projet. Donc, on vous en parlera à l'avenir sur ces résultats. Donc, il y a un premier pas, je dirais, vers la question de licence sur le plan de la recherche. Et puis, donc, sur le plan du soin, comme je l'avais dit un petit peu au départ, on a mis en place une consultation depuis un peu plus d'1 an maintenant avec un gériatre, le docteur Barbel, qui est actuellement en mobilité, sinon il serait venu effectivement présenter le modèle après l'intervention de Stéphane Guillot, et qui a pour but effectivement de faire ces fameuses évaluations. Et c'est vrai qu'on a été sollicité à la base, comme je le disais, donc par l'association Pré 2021, parce que il était des fois pas évident de savoir quand il y avait des changements, ce que expliquait Madame Guillot tout à l'heure. Finalement, est-ce que c'était dû à un vieillissement prématuré ou bien est-ce que c'était un autre problème de santé? Et donc, c'est une bonne chose que d'avoir cette possibilité-là. Donc, l'idée, c'est une consultation qui est pour l'instant que trimestrielle parce qu'il faut créer la demande. C'est encore quelque chose qui n'est pas encore bien connu. Et c'est vrai que nous, en génétique, on ne voit pas beaucoup de patients après 40 ans, clairement. Ce qui veut dire que les demandes sont plutôt au niveau des établissements. Donc, en dehors de l'association Pré 2021, on a aussi un autre établissement avec qui on travaille beaucoup, où il y a beaucoup d'adultes et qui
à repérer cette consultation, mais elle a pour vocation de pouvoir évoluer avec le temps, cette consultation, c'est-à-dire de pouvoir devenir mensuelle s'il y avait des besoins. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter si jamais ça peut être un partenariat utile avec un de nos établissements. Et donc,